Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ils ont quel rôle, les pères, par rapport aux petits garçons ? Parce que tu vois, on disait dans tout début de ce podcast, ce sont les mères qui se renseignent sur comment éduquer leurs petits garçons pour qu'ils soient le moins violent possible. Je sais qu'il est dur ce mot, mais dans une société qui est violente envers les femmes, ils sont où les pères là-dedans ? Les pères, c'est vrai que globalement, c'est pas eux qui vont le plus s'intéresser à ces questions. Ça veut pas dire que ça les intéresse pas du tout, mais c'est vrai qu'on sait que ce soit les personnes, toi tu as les chiffres de ton podcast et je crois que ça recoupe d'autres podcasts, les gens qui viennent aux conférences, mais de toute façon les parents qui viennent dans les espaces dédiés à la parentalité, que ce soit sur les questions de genre ou les autres questions, globalement ce sont des mères très majoritairement, donc là il y a quelque chose aussi, et du coup ce sont les mères qui ramènent à la maison un certain nombre d'infos, de choses à questionner, de pratiques en disant tiens, tu devrais écouter ça, tu devrais lire ça, peut-être qu'on devrait faire ça. Et puis mais ça correspond vraiment à la répartition genrée de la parentalité où nous les mères on est mise aussi dans une position de prescriptrice, de décideuse finalement. On est censé savoir. On est censé savoir et comme si les pères c'est des assistants, voilà. Et on doit se débrouiller avec ça. Et très concrètement, en fait, les pères, ils ont un rôle hyper important à jouer, que ce soit dans l'éducation affective de leurs enfants, y compris de leurs garçons. Si on veut que les garçons, indirectement, les filles se construisent en ayant l'idée que les hommes aussi, en fait, ils ont des émotions, ils peuvent être fragiles. Mais il faut aussi que les pères, ils puissent laisser cette part-là s'exprimer, en fait, à un moment donné. Donc, parler aussi de leurs émotions avec leurs enfants, parler peut-être de l'éducation qu'ils ont reçue. Enfin, c'est important. Après, je vais dire des choses très basiques, mais le partage des tâches domestiques et parentales, il y a une étude là qui est parue en fin d'année sur les tâches domestiques chez les enfants. Et en fait, chez les enfants de 10 ans, puis ça a été mené sur une très grande cohorte, donc voilà, par l'INED. Et en fait, il ressort qu'à 10 ans, il y a déjà des différences et que globalement, les filles font plus de tâches domestiques à la maison que les garçons. Peu importe en fait le milieu social, la configuration familiale, il y a juste un cas de figure où on voit une différence, c'est quand les pères font plus de tâches ménagères, que ce sont eux qui en font le plus. Donc l'étude dit que ce sont les rares cas où les pères prennent en charge la majeure partie des tâches ménagères. Là, ça a un effet. Et ces effets, dit l'étude, ils se répercutent à l'adolescence où on a des garçons qui font qui font autant de tâches ménagères que leurs sœurs. C'est le seul cas de figure. Donc, je crois que ça montre bien que, en fait, on a besoin que les pères, en fait, s'engagent très concrètement sur ces questions, fassent leur part, si on veut que nos fils, à leur tour, fassent leur part. Et sinon, on voit que le déséquilibre, encore en 2025, il tend à se reproduire, quoi. Et puis, les pères aussi restent beaucoup dans les activités genrées. C'est-à-dire, on va au foot, au rugby, au tennis, en tout cas, activités sportives. Le fun dad, comme on dit, mais va pas emmener, on va faire la poterie, on va faire du découpage, il n'y a pas encore assez de croisement dans les activités qui font qu'on peut faire du sport et du découpage, les deux sont OK. Ouais, et puis ça rejoint aussi le fait, là aussi qui est très documenté et encore très récemment, sur le fait que même si les pères sont plus investis d'une certaine manière, différemment que les pères d'avant. Là où ils vont passer du temps, c'est surtout dans les activités, en premier lieu, de loisirs, là où les mères vont être beaucoup dans la logistique du quotidien. Mais en fait, la logistique du quotidien, elle recoupe le prendre soin, s'occuper d'eux, penser à. Donc là aussi, il y a une vraie marge de progression possible, je pense, chez beaucoup de pères. C'est-à-dire, c'est super de prendre du temps pour jouer avec ses enfants, mais il y a aussi toute la part plus ingrate, plus pénible, plus invisible, où il est important aussi que les enfants voient que les pères les emmènent chez le médecin, sont au courant du traitement, vont aux réunions parents-prof, et comme tu le dis, en effet,
de tout simplement de se demander, tiens, quelles sont les activités que je partage avec mes enfants, et ici en l'occurrence avec mon fils, et l'idée c'est pas de s'interdire de jouer au foot ou d'emmener ses enfants au rugby par exemple, mais peut-être d'essayer de laisser la place aussi à autre chose, voilà, parce que il y a de la place pour tout ça en fait. Et tu parlais des rendez-vous médicaux. Il y a une étude de Doctolib qui montrait que 84% des rendez-vous sont pris par les mères pour leurs enfants. Donc, alors maintenant, ils ont une petite option, je le dis, mettez-la, de pouvoir prévenir le conjoint, la conjointe dès que vous prenez un rendez-vous. Donc, c'est dans le calendrier de l'autre. Mais là, il y a un vrai travail de fond à faire pour la santé, qui est normalement, en gros, un poste dédié aux mères. On ne sait pas pourquoi. Dès le départ, c'est... voilà. Alors que ça prend du temps, que c'est pas fun d'aller chez le pédiatre ou... à emmener chez l'orthoptiste ou peu importe ce que l'enfant a besoin. Donc ça aussi, ça montrerait que le care, c'est des trucs qui paraissent bêtes, comme tu dis à chaque fois, mais en fait, c'est ça. Une représentation. Et puis, si on pense à plus long terme, c'est nos fils deviendront peut-être pères un jour. Donc, en fait, tout ça, ça pose aussi des représentations sur c'est quoi être un père, c'est quoi être un homme. Et en fait, on peut être un homme, un vrai, et tout à fait, je sais pas, moi, oui, comme tu disais, faire de la poterie avec ses enfants, les emmener chez le pédiatre. Enfin, je veux dire, ça vient pas remettre en question une virilité quelle qu'elle soit. Non, c'est clair. Alors, tu as écrit ce livre, on le disait, en 2018. On est en 2025. Les dernières enquêtes sur le point de vue des jeunes, sur les rôles genrés, sur la place de la femme, sont pas hyper encourageantes, et même un peu flippantes, puisque aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a un petit basculement et qu'il y a de plus en plus de polarisation. Les femmes sont plus... ouvertes à la tolérance, et les hommes sont plus conservateurs, et notamment les jeunes adolescents et garçons, enfin hommes. À quoi c'est dû déjà ? C'est une grosse question, et qu'est-ce que ça t'inspire ? Je pense que ça s'inscrit vraiment dans ce phénomène très connu et récurrent du backlash, du retour du bâton, c'est-à-dire après chaque période d'avancée féministe, donc en l'occurrence là le mouvement MeToo, où on a vu ces dernières années énormément de sujets féministes arriver dans le débat public. On a derrière une crispation aussi d'une partie de la société. Je pense que il y a clairement aussi même si c'est pas formulé comme ça, mais c'est l'expression d'une peur de perdre ses privilèges en fait. Parce que oui, il y a quelque chose à perdre dans cette histoire. Si derrière, je peux pas me comporter comme j'ai envie, je dois faire attention aux autres. Ma copine, je peux pas coucher avec elle quand j'ai envie. Oui, il y a peut-être quelque chose à perdre dans cette histoire. Donc je pense qu'il y a le salaire une aussi. crispation. Le salaire, et comment ça on va promouvoir des femmes en priorité, donc à mon détriment. D'ailleurs, on le voit chez une partie de l'électorat de Trump qui s'exprime sur ces questions. Enfin, pour avoir vu ou entendu des reportages là-dessus, il y a des hommes qui le disent très clairement en ces termes. On veut m'enlever mon job pour le donner à des femmes. Donc, il y a vraiment une sorte de lutte des places, en fait, aussi. Et sans doute qu'il y a une peur, et tout ça s'inscrit aussi dans un climat, on voit qu'il y a des poussées conservatrices un peu de partout, et donc oui, il y a une partie des jeunes garçons qui se raccrochent, qui se replient sur une idée très traditionnelle de l'homme, des hommes, des femmes, du couple, de la société. Il y a un excellent livre enquête de la journaliste Pauline Ferrari sur justement l'influence auprès des adolescents, des influenceurs masculinistes. Ce livre s'appelle « Formé à la haine des femmes ». Il est c'est vraiment une très bonne enquête, et elle montre très clairement aussi comment ces contenus, d'une part, sont mis en avant par les plateformes, notamment TikTok et Instagram, et aussi comment ils arrivent à convaincre, à rallier à leur cause des jeunes garçons, des adolescents, dans des moments de vulnérabilité, qui est notamment celui de la rupture amoureuse, en fait. Et donc, des jeunes garçons qui se traînent sur les réseaux, qui sont tristes, en fait, sont malheureux, parce qu'ils ont un chagrin d'amour, et en fait, ils se font très vite alpaguer. Et ce qu'elle montre, elle a fait le test, il faut moins de 10 minutes pour que arrivent dans leur fil des contenus masculinistes, et donc tout ça, je pense qu'il y a vraiment une sorte de bataille, pour pas dire de guerre de l'information sur ces questions.
Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.